La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle. Ensemble, depuis quelques semaines, nous traitons de l'histoire de l'Alliance, cette institution créée en 1860. Vous venez de publier l'Alliance israélite universelle, Juifs d'Orient, Lumière d'Occident, aux éditions Albin Michel. Et d'une certaine manière, dans cette émission, nous allons enfin entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de la création elle-même de cette institution de l'Alliance, puisque pendant les premières émissions, évidemment, nous avons traité de l'histoire des Juifs de France au moment de la Révolution française, de leur émancipation. Il y a 15 jours, nous avons traité du terreau intellectuel qui a façonné les futurs fondateurs de l'Alliance, et nous nous étions arrêtés, nous avions conclu sur un climat d'anti-judaïsme extrêmement fort dans cette première moitié, au tournant de cette première moitié du 19e siècle, et à ce propos, ce qui est très frappant, c'est déjà l'antijudaïsme qui touche la famille Rothschild. Finalement, qu'un siècle et demi après, quasiment rien n'a changé. Oui, presque 2 siècles après, mais puisque le mythe Rothschild cristallise autour des années 1840, c'est à ce moment-là que tout un anti-judaïsme de gauche cristallise autour de l'argent. Et le mythe Rothschild, pourquoi le mythe Rothschild plus qu'une autre famille? Parce que la famille Rothschild est installée dans plusieurs capitales européennes, à l'image de l'aristocratie d'Ancien Régime, où, vous le savez, par le biais des mariages, il y avait des familles qui s'étaient installées au même temps à Madrid qu'à Paris, qu'à Berlin, qu'à Londres, etc. Bon, entre autres, Nicolas II était par exemple le cousin de Guillaume II, à la fin du 19e siècle. Donc l'empereur russe et l'empereur allemand. Ils étaient cousins. Bon, un exemple des liens familiaux. Alors du coup, le mythe Rothschild cristallise, et vous avez raison de le dire, bon, il n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Le mythe Rothschild, c'est-à-dire le mythe de la finance juive. Mais il y a également à côté de cet anti-judaïsme, entre guillemets, de gauche, et qui a été effectivement de gauche au 19e siècle, un anti-judaïsme savant, qui considère que le judaïsme est une foi obsolète, une foi périmée, une foi caduque, et incontestablement, on peut noter le mépris de l'université pour le judaïsme comme foi ou le judaïsme comme science, et à cet égard, l'influence de Renan est considérable. Renan, c'est l'auteur de la vie de Jésus, c'est l'auteur aussi d'un grand nombre d'œuvres consacrées au judaïsme antique, et Renan a des jugements extrêmement durs sur le judaïsme comme foi totalement obsolète, avec, et comme je l'ai dit, c'est un intellectuel particulièrement influent, avec cette idée que le christianisme a été une rupture avec le judaïsme, et une rupture heureuse et bienvenue avec le judaïsme. Alors que Joseph Salvador, dont on parlait il y a 15 jours, Joseph Salvador, lui, cet intellectuel juif, au contraire insiste sur l'idée que le christianisme, est en continuité avec le judaïsme, ce contre quoi tous les penseurs non juifs de l'époque s'élèvent. Et donc nous arrivons cette fois-ci à 1860 et à la création de l'Alliance, donc dû à la fois à l'émancipation et au climat d'anti-judaïsme qui règne en France. Et simplement, ma première question sera simplement d'expliciter le nom de cette institution, puisque les 3 mots qui la composent ont été soigneusement choisis. Alliance israélite universelle. Alors autant Alliance et israélite se comprennent assez aisément, autant universelle l'est déjà un peu moins, et va favoriser d'ailleurs des réactions antisémites à l'égard de l'Alliance. Tout à fait. Et profondément, ces hommes de l'Alliance ont été des protagonistes de la révolution de 1848, et cette révolution, pour eux, c'est une révolution de la promotion sociale. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ministres juifs dans le gouvernement de la République provisoire en 1848, dont déjà Adolphe Crémieux à la justice, et ces futurs fondateurs de l'Alliance, qui sont ces militants de 1848, ont une conviction chevillée au corps: la France révolutionnaire, c'est la nouvelle terre promise, 1789, c'est la nouvelle sortie d'Égypte, et le messianisme juif glisse vers le messianisme révolutionnaire et finalement le messianisme républicain. Et incontestablement aussi, ce qui les soude aux républicains français non juifs de la même époque, c'est l'anticléricalisme. Alors pourquoi l'anticléricalisme? Parce que quelques années plus tard, il y aura, on en a parlé il y a plus d'1 mois, l'affaire Mortara, bien sûr. Alors pourquoi
Pourquoi Alliance israélite universelle? Ils avaient très bien perçu que le seul mot d'Alliance israélite coaliserait contre eux tous ceux qui les accuseraient de non seulement de communautarisme, mais de fermeture sur eux-mêmes. Et donc le mot universel, ils vont l'ajouter, mais en même temps, ça n'est pas un ajout artificiel. C'est un ajout qui s'inscrit dans leur conviction profonde, comme ils sont des enfants de la Révolution, que leur message s'adresse à tous les Juifs, mais aussi à tous les hommes et pas seulement à tous les Juifs. Donc dans le mot universel, il y a une conviction profonde et pas seulement un souci tactique de ne pas heurter ceux qui pourraient demain les accuser de fermeture sur eux-mêmes. Et d'ailleurs, symptomatique, l'Alliance est créée en 1860 et sa première intervention a lieu en faveur des chrétiens maronites du Liban qui sont en 1860 en train d'être massacrés par les Druzes. Donc une volonté à la fois politique, pas encore éducative, nous allons y venir dans un instant pour les fondateurs de l'Alliance, et également bien sûr ce message qui est censé s'adresser au monde entier et pas uniquement aux Juifs de France, pas uniquement aux Juifs du monde, mais véritablement à l'ensemble du monde, et la distinction de religion ne doit pas être prégnante dans cette alliance qui donc va défendre les chrétiens maronites, mais qui malgré tout décide très vite de créer des écoles. Pourquoi ce souci tout de suite d'œuvre éducative? Pourquoi ne pas être resté à une œuvre politique plus générale? En fait, c'est dès les années 1840 que 1850, ces futurs fondateurs de l'Alliance, qui sont imprégnés d'idéal républicain, sont à l'aune de tous les républicains français de la même époque. C'est-à-dire à l'aune de cette idée selon laquelle si on ne passe pas par l'éducation du peuple, jamais l'idée républicaine ne s'enracinera. Et ce qui les a intimement convaincus que tout passait par l'école en matière de républicanisme et de démocratie, c'est l'élection du prince-président à l'élection présidentielle de 1852, et on sait la suite. 1851, le coup d'État 1848, le prince-président a été élu président de la République, et c'est ce même prince-président élu président de la République, le futur Napoléon III, qui renverse la République, le coup d'État du 2 décembre 51, et qui proclame l'Empire, qui a été globalement apprécié dans les campagnes françaises. Et donc les républicains désespérés se disent que si on n'éduque pas le peuple, on sera toujours à la merci d'une république despotique et demain d'un coup d'État militaire. Tout passe par l'école. Et donc cette conviction, c'est la conviction d'un Victor Hugo, ça sera la conviction demain d'un Gambetta, ça sera la conviction d'un Jules Ferry. Tout passe par l'éducation, et à cet égard, les hommes de l'Alliance ne sont que les continuateurs d'une réflexion très longue des républicains, mais pas seulement des républicains, également d'une réflexion du consistoire. Parce qu'à la même époque, dans les années 1850, le consistoire aussi se pose des questions sur les communautés juives qu'il faut aider à s'émanciper, et entre autres les communautés juives d'Orient. L'accent a été mis déjà depuis longtemps sur la communauté d'Égypte, l'affaire de Damas, la communauté de Syrie, bien sûr, les communautés du Maroc, qui sont constamment sur le devant de la scène parce qu'on sait qu'elles vivent un sort épouvantable, et même des rapports lointains qui nous viennent de Perse et qui montrent la misère de ces communautés. Et le consistoire, en 1854, je voudrais citer cette phrase, se pose la question suivante, je cite: « Quel est le meilleur moyen de dispenser à nos frères d'Orient l'éducation et la science de l'Occident? Plutôt que de distribuer des fonds, ne vaudrait-il pas mieux favoriser une politique d'instruction et de travail productif? Faut-il donc créer des écoles en France ?» Fin de citation. Et le consistoire en 1854 répond: non, ce serait inutile, il faut créer des écoles là où les enfants se trouvent. Donc on est déjà en 1854 en face d'une idée que l'Alliance fera sienne, parce que ce sera ça la politique de l'Alliance, créer des écoles partout où les communautés se trouvent. Alors, qui sont finalement les fondateurs? Ils sont nombreux, en plus de ce que vous dites, ils sont nombreux à appartenir au monde de l'éducation. Oui, plusieurs professeurs parmi eux, et s'ils ne sont pas tous professeurs, beaucoup sont des intellectuels. J'ai parlé par exemple d'un certain nombre d'avocats. Alors ils sont 17, qui se réunissent en mai 1860 au domicile de l'un d'entre eux, Charles Netter, qui lui n'est pas un intellectuel au sens propre, c'est un négociant, et ces 17 chargent 6 d'entre eux de rédiger les statuts et le manifeste fondateur de l'Alliance. Ce sera fait en juillet 1860. Je l'ai dit tout à l'heure, 3 d'entre eux sont des intellectuels. On n'a pas le temps dans cette émission de lire l'appel à tous les Israélites qui constituent le manifeste fondateur de l'Alliance, qui fait quand même 2 pages et demie. C'est un très très beau texte que tout le monde peut lire, c'est publié un peu partout. Ce qui est intéressant, c'est lorsque ces fondateurs créent cette organisation à partir de rien, ils ne sont que 17, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas d'argent. Quel est l'accueil du monde juif
à la création de cette alliance israélite universelle? Eh bien, il est très bon dans l'ensemble. Il est très bon et surtout en dehors de France. C'est-à-dire que dans les milieux qui constitueront demain la mouvance du pressionnisme russe, en particulier en Europe orientale, l'accueil est très bon. On a des correspondances de Moshe Hess, alors lui c'est en Allemagne, David Gordon, du rabbin Al-Khalai, du rabbin Kalischer, alors ce ne sont pas des sionistes au sens propre du terme, mais disons des pressionnistes dans l'idée, du rabbin hongrois Natonek et de Peretz Smolenskin, qui lui est le rédacteur de Hachachar, qui sont très favorables parce que voit-il dans l'Alliance? Il voit dans l'Alliance un jalon national. Il se trompe, probablement. Bien sûr, il se trompe. Mais il voit dans l'Alliance un jalon national. Et qui sont ses fondateurs? Les 6 qui participent à la rédaction du manifeste sont âgés d'une trentaine d'années, 30, 35, 40 ans au grand maximum. Astruc est rabbin, Narcisse Leven est avocat, Jules Carvalho est un ingénieur des ponts et chaussées, ce qui est très rare, c'est vraiment une nouveauté ici. Isidore Cohen est un agrégé de philosophie, mais qui est désormais directeur de la revue Archives israélites que son père avait fondée. Eugène Manuel est professeur, et Charles Négociant est le seul véritablement à être, on dira aujourd'hui, dans les affaires. Il est négociant, je l'ai dit tout à l'heure. Et ils sont partisans, ces hommes, d'une France laïque. Et on constate une absence, parce qu'on considère souvent qu'Adolphe Crémieux a été l'un des fondateurs de l'Alliance. Non, il a rejoint l'Alliance en 1863, mais il n'en est pas fondateur. Alors pourquoi n'en est-il pas fondateur et quel va être son rôle finalement au sein de l'Alliance ? Il n'est pas fondateur parce qu'en 1845, il se retirait de lui-même de toute activité juive, profondément blessé par le fait que sa femme avait converti ses enfants à son insu au catholicisme. Il en a été blessé profondément. Il a considéré que c'était une insulte vis-à-vis de la communauté juive et qu'il ne pouvait plus, dans ces conditions, assumer la moindre responsabilité. Finalement, il est réclamé par les hommes de l'Alliance qui lui demandent de revenir et il revient. En 1863, il est président de l'Alliance. Il le restera d'ailleurs jusqu'à sa mort en 1880 avec un bref intermède en 1867. Ce qui est intéressant, c'est que Crémieux va gérer l'Alliance, oui, mais quel est le visage de l'Alliance dans ces 20 premières années? Au départ, il y a très peu d'adhésion. En un an, puisqu'on appelle à adhérer les juifs du monde entier et les non-juifs aussi, bien sûr. 850 adhérents en un an, c'est peu. Mais au bout de 10 ans, on en a plus de 10 000 et au bout de 30 ans, il y a plus de 30 000 adhérents, dont une bonne proportion d'Allemands et ensuite d'Italiens, de Français, mais on a des adhérents au fin fond de la Turquie comme au fin fond des États-Unis, par exemple. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Alliance à ses débuts, qui n'a aucun moyen financier et qui très tôt comprend que tout passe par l'école et qu'il faut édifier un réseau scolaire, on y reviendra dans nos prochaines émissions, l'Alliance a besoin d'argent. Donc sans les grands donateurs, sans la grande bourgeoisie philanthrope de ces années-là, française mais aussi étrangère, l'Alliance n'aurait pas pu fonctionner. Et c'est une constante qui va se poursuivre tout au long de l'Alliance, cette importance de la grande bourgeoisie souvent décriée, mais qui est finalement celle qui va financer les œuvres de l'Alliance, tout son réseau scolaire notamment. Merci beaucoup Georges Bensoussan et nous nous retrouvons dans 15 jours. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.